Et salut à tous, c'est Vince sur Plottime. On se retrouve aujourd'hui dans ce format Flash Actu pour parler de sujets piquants qui font du bien là où ça fait mal. Alors un immense merci pour le super accueil que vous m'avez réservé à ma vidéo sur l'Odyssée. Je m'attendais à ce qu'elle fasse de l'audience, mais peut-être pas à ce point. D'ailleurs, si vous appréciez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, voilà, comme ça c'est fait. Je dis ça parce que, une fois encore, la majorité des gens qui me suivent, qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés, mais vraiment la grande majorité, donc n'hésitez pas à le faire, c'est un petit bouton, un petit clic, et après on n'en parle plus. Et justement, aujourd'hui, concernant l'Odyssée, nous allons devoir reglisser une petite cartouche dans ce numéro, comme ça ce sera fait. Un petit mot rapide sur mes contenus bonus, même si le rythme a été un peu plus calme cet été, avec une seule publication ce mois-ci, et la même chose pour le mois d'août, histoire de recharger un peu les batteries pour vous préparer du lourd en septembre. Bien sûr, rejoindre mon Patreon, en plus de soutenir Plottime, vous donne immédiatement accès à l'intégralité des contenus bonus accumulés depuis plus de 2 ans. Donc rendez compte, ça fait quand même beaucoup de contenus qui vous attendent juste avec un seul abonnement. Et croyez-moi, ça vaut le coup, d'autant plus que je vous prépare une vidéo bonus sans prise de tête pour la semaine prochaine où j'espère on va bien se marrer. Au sommaire, aujourd'hui nous allons, bien évidemment, comment ne pas en parler, le casting d'Andy Serkis qui fait du bruit sur internet, la purge de Disney qui continue, Avengers, Doomsday, qui est moche, voilà, c'est moche, voilà. On va y revenir rapidement. Kratos qui lui, dans la série God of War d'Amazon sera recasté, lol. Netflix qui vous arnaque, voilà, c'est clairement, il vous arnaque, il vole votre argent. God of War et Sweet Baby Inc, comment ne pas en parler aussi. Sony qui dérape complètement avec la démat. Microsoft aussi qui dérape, et ensuite une grosse section audience et box-office, une petite section Flash News, et ensuite nous allons revenir sur les raisons du succès de l'Odyssée, parce que oui, l'Odyssée est en train de faire un cambriolage, un hold-up dans les cinémas. Côté film, c'est confirmé, ils vont utiliser l'IA pour légèrement rajeunir les acteurs dans la traque de Gollum. Là, il n'y a plus le choix les gars, vous pouvez utiliser sinon les effets spéciaux, ça va se voir, donc là, il n'y a plus trop le choix. Andy Serkis nous dit dans notre film, nous n'utiliserons pas d'IA pour générer des plans, chaque plan est réalisé de façon traditionnelle. Écoutez, c'est juste de la continuité logique. Pour moi, le plus important, c'est de ne pas utiliser l'IA pour générer des plans de façon dégueulasse, et c'est exactement ce qui sera fait. Ils vont juste utiliser l'IA pour rajeunir les visages. Voilà, on verra bien. Et justement, pour rester sur le même sujet, sur ce film, donc la traque de Gollum, Andy Serkis a défendu l'idée d'un casting exclusivement blanc. Alors c'est pas moi qui le dis, là c'est vraiment le réalisateur qui le dit, Les producteurs ne sont d'ailleurs pas contents. Selon lui, cet univers s'inspire de la mythologie nordique, et la comté est volontairement représentée comme une région homogène. Ça c'est juste comme ça en fait. C'est pas un truc qui a à débattre, c'est pas un truc qui a... j'en ai déjà suffisamment parlé sur ma chaîne, mais c'est juste comme ça, c'est comme ça que ça marche. Il affirme que la diversité sera prise en compte lorsqu'elle sera pertinente, mais refuse de modifier le casting uniquement pour répondre à des attentes de représentation et cocher les cases. Alors, mon avis dans tout ça, c'est qu'ils n'ont pas le choix, encore une fois. Les hommes de pouvoir ne l'ont pas fait parce qu'ils sont cons, et j'insiste bien sur le fait qu'ils n'ont pas le choix parce que c'est canon. Voilà, c'est canon au premier film, où c'était le cas. C'était le cas également dans la guerre des Rohirrim, qui est assez récent, qui est sorti il y a quelques années, le film d'animation. Mais bon, je rappelle qu'ils ont troqué la diversité ethnique par du féminocentrisme comme jamais vu dans la Terre du Milieu, et je vous renvoie à ma vidéo où je parle de ce futur film qui s'annonce assez mauvais selon moi. Bref, j'espère me tromper. Concernant Disney, ce dernier continue tranquillement sa petite purge. Il vient de licencier plusieurs centaines de personnes dans toute l'entreprise. La majorité des licenciements du côté des studios concernent Pixar. La majorité du côté de la télévision concerne National Geographic. Et ESPN a également connu des réductions après l'intégration du NFL Network. Voilà, donc ça continue de faire un petit peu le ménage, et vous allez voir que cette histoire de ménage concerne un peu tout le monde, également les jeux vidéo, auxquels nous allons revenir dans quelques instants. Pendant ce temps, un remake live action de La Princesse et la Grenouille est en préparation. Vous la sentez celle-là? La bonne odeur du bide. Il ne se vend pas comme un remake, mais comme une nouvelle version écrite par Coleman Domingo, donc un remake. Voilà, ce sera un remake plus semblable à Aladdin apparemment,
vu qu'il va s'inspirer fortement de l'original, mais pas trop. À côté, nous avons également eu la première vraie grosse bande-annonce officielle du prochain film Avengers, qui sera nommé Doomsday, qui sortira au cinéma en France le 16 décembre. Et j'ai l'impression qu'on est tous unis pour dire que c'est moche en fait, hein. C'est pas beau. Et j'ai noté, ça ressemble à la Supergirl. Et pas pour le mieux, on sait tous très bien que le film c'est le festival du fond vert, c'est pas beau. C'est grisâtre, c'est marron caca, hein, bleu désaturé bizarre. Qu'est-ce qu'ils ont foutu avec ce film, je ne comprends pas. Bon, cela dit, j'imagine qu'il sera un énorme carton, peut-être pas autant que Endgame, on verra bien. Mais voilà, je vais réagir à ce trailer dans ma prochaine vidéo bonus. Et en fait, ce sera une vidéo un peu compilation de plusieurs choses. Alors, je vais pas prendre la tête, ça va être assez rigolo. Mais en tout cas, ouais non, ça n'a pas envie. Même malgré toute la bonne volonté de Disney, qui cherche à retourner sa veste, à essayer de rattraper, repiocher un petit peu son public sur lequel il a chié il y a 10 ans, bon, voilà. On voit qu'il essaie de rattraper le coup, mais dans quel état? Là, c'est vraiment le monstre Frankenstein de Marvel. Mais bon, peut-être que je me trompe, peut-être que c'est une masterclass, et nous verrons bien. Mais pour l'instant, ce que je vois, ça a l'air moins alléchant que le visuel même de l'Odyssée, et ça ne présage rien de bon. Côté série, nous avons Kratos qui sera officiellement recasté dans la série en prise de vue réelle God of War. Hurst a subi une blessure sur le plateau au niveau du biceps, je crois, donc la production reprendra en octobre, et c'est évidemment un énorme bullshit. Voilà, suite au shitstorm sur la première image catastrophique qui a fait un bad buzz comme jamais. Là, ils nous font une Sonic, sauf qu'ils essaient de justifier ça dans l'or. Voilà, non, c'est le biceps qui a claqué de monsieur Ryan Hurst. Voilà, on va juste recaster parce que... Ils vont recaster par qui en fait? Parce que là ils vont juste chercher à prendre un mec qui ressemble vaguement au Kratos du jeu 2018. Donc ils vont prendre un mec avec une barbe. Ou voilà, peut-être cette fois-ci avec un plus gros pif. Je sais pas. Enfin bref, je vais pas revenir sur tout ce que j'ai dit dans ma vidéo précédente consacrée à God of War. Mais bref, c'est assez calamiteux cette histoire. Et je le sens vraiment extrêmement mal pour cette série qui sera juste ni plus ni moins qu'un The Last of Us de HBO 2.0, mais version Amazon, donc avec des vibes, des anneaux de pouvoir, et ça va être quand même assez comique. Netflix, de son côté, révèle qu'environ 300 de leurs films et de leurs séries ont utilisé l'IA générative pendant le processus de production. Cela inclut l'art conceptuel, la prévisualisation et les séquences de combat. Ils prévoient d'utiliser davantage à l'avenir. Et ils ont crédité l'entreprise d'IA de Ben Affleck, Interpositive, pour son impact sur leur projet. Voilà. Donc je prévois une voire deux grosses vidéos bientôt sur Netflix pour lui mettre 2 belles fessées. Je pense qu'il n'y en a pas eu assez parce que là ça va bien. Les mecs volent votre argent. Hein. Vous payez Netflix, vous payez une IA générative. Voilà, c'est scandaleux. Et d'ailleurs du coup, je me sens un peu trahi parce que je dis, si ça se trouve, ils ont utilisé l'IA générative pour la série One Piece. La saison 2 qui, elle, m'avait beaucoup plu, notamment pour le côté un peu plus gourmand. Et là, je me sens un peu trahi. Ça veut dire que ce que j'ai vu, c'était juste de l'IA générative. IA que j'aurais pu payer via un logiciel. Bon, c'est un petit peu scandaleux. Enfin, je ne comprends même pas pourquoi les gens ne se révoltent pas. Enfin, c'est triste et révoltant à la fois. Bref. Côté jeux vidéo, Deborah Ann Wall dit qu'elle savait qu'ils étaient en train de développer le prochain God of War Lothé, hein, donc consacré à un personnage féminin, dont elle en tête d'affiche, depuis plus d'une décennie. Ça fait plus de 10 ans qu'ils sont en train de développer ce jeu God of War. Cory Barlog avait déjà commandé une affiche à l'époque, on la voyait elle et un cube. Ce cube était déjà là depuis le début. Conclusion, vous la connaissez la conclusion, ça signifie que Sweet Baby Inc. ont bien été impliqués dans le projet. Voilà, parce que Ragnarok a été développé en même temps. Voilà. Alors certes, vous allez avoir du mal à trouver des sources, mais c'est juste que c'est du bon sens, parce que vu qu'ils ont développé Ragnarok, évidemment que c'est Sweet Baby Inc. qui a soufflé l'idée de créer un God of War sans Kratos. Voilà. Donc c'est bon. DUID. Réponse à la grande question exécutée. Sony, de son côté, a supprimé et republié sa publicité Play Best on PS5 après avoir retiré le lecteur de disque de la PS5. Alors je vous explique brièvement, mais c'est juste qu'il y avait une publicité. On voyait la console avec un lecteur de disque à côté qui présentait le GTA 6. Et là ils se sont dit, ah merde, mais c'est vrai que Rockstar ne vend plus l'exemplaire physique
pour GTA 6. Aussi, ils vendent des exemplaires physiques, mais sans le disque, avec juste la boîte, mais un code à l'intérieur. Donc on y est, le début de la génération dématérialisée. Et après ça, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que Sony annonce l'arrêt de la production de disques physiques pour les jeux sortant sur PlayStation à partir de janvier 2028. Ce qui nous renvoie à tout un débat autour de ce qui nous appartient vraiment. Puisque là actuellement nous sommes soumis à de la location. Quand tu achètes un produit en démat, il ne t'appartient pas vraiment, il appartient à Sony. Et si Sony décide demain de te retirer le jeu, eh bien il le fera. Voilà. Comme il l'a fait avec la boutique PS Vita, je crois, ils ont supprimé leur boutique PS Vita. Du coup, en termes de communication, c'est assez calamiteux. Sony fait actuellement face à plusieurs poursuites judiciaires alléguant que PlayStation Store fonctionne comme un monopole illégal, parce qu'ils veulent absolument rendre leur store PSN obligatoire pour consommer chez eux, avec une taxe injustifiée de 30%. Pour résumer, on ne pourra plus acheter de codes, par exemple de codes sur Amazon, tout ça, même légalement, hein, s'ils veulent absolument qu'on passe exclusivement sur leur fameux PSN. Et donc, payer à des prix exorbitants. Tout ça, ça va ouvrir la porte à une crise du jeu vidéo massive qu'on ressent déjà depuis quelques années, avec la hausse des prix des consoles et des jeux également, mais surtout des consoles, notamment de Sony avec PlayStation qui augmente les prix comme jamais vu. Bon, voilà, je pense vraiment que ça va ouvrir la porte à un piratage massif. Les portes sont grandes ouvertes. Et je comprends pas, on a demandé à Adobe de faire attention. Oui, mais les pirates trouvent toujours une façon de contourner un petit peu les lois. Donc voilà, c'est là, la porte est grande ouverte. Là où à la base Nintendo avait tout fait pour renforcer le côté matériel, justement pour lutter contre le piratage, même si on voit au fur et à mesure que Nintendo est en train lui aussi de nous mettre une petite cartouche sur la démat, sauf que eux ils sont un petit peu plus subtils, voilà. PlayStation n'avait rien republié sur Twitter, donc X pendant pratiquement une semaine, leur période la plus longue sans tweeter depuis des années. Leurs posts n'arrêtent pas de se prendre des notes de la communauté pour alerter les joueurs que Sony est dans l'abus. Et à côté, nous avons Xbox qui concurrent Sony, en montrant l'exemple. Je déconne, c'est complètement faux. Xbox qui, eux, prévoit de licencier 3200 employés, c'est 20% de sa main-d'œuvre. La vache. Il n'y a rien qui va, c'est vraiment de tout se casse la gueule dans le secteur jeux vidéo. Évidemment, ceux qui resteront debout, c'est Highlander, le combat des immortels. Il n'en restera qu'un, et ceux qui resteront debout, eh bien, ce seront les indépendants. Et ce qui serait rigolo, c'est de voir que les indépendants parviennent à créer du physique par-dessus, et c'est un peu ce qu'on voit arriver avec Black Myth Wukong, qui lui est sorti d'abord en démat, parce que voilà, jeu indépendant oblige, et qui a bénéficié par la suite d'une version matérialisée, donc une version boîte. C'est fou, hein. Donc là, on est en train de vivre une inversion des valeurs, et ceux qui resteront debout, enfin c'est juste un rééquilibre purement sain, voilà, c'est un bouleversement, un cyclone dans le milieu du jeu vidéo pour rééquilibrer la balance, et c'est important de voir un petit peu les grandes anciennes se casser la gueule, voilà. Avant de poursuivre sur le plus gros morceau de la vidéo, grosse section audience et box-office avec Disclosure Day de Steven Spielberg qui est ouvert avec 92 millions de dollars au box-office mondial, pour un budget de production de 115 millions, un budget marketing de 80 millions environ, et les recettes mondiales ont stagné à 225 millions, c'est donc un énorme bid. The Mandalorian et Grogu est en passe de devenir le film Star Wars ayant généré les plus faibles recettes de l'histoire de la franchise avec un budget de production de 165 millions de dollars, un budget marketing de 135 millions de dollars, et des recettes mondiales stagnant à 327 millions de dollars, c'est donc un énorme bid. Supergirl qui ouvre la danse avec 68 millions de dollars au box-office mondial, l'ouverture domestique était inférieure à celle du film The Flash, Morbius et The Marvels qui étaient des bids. Le budget de production était de 170 millions de dollars, ce qui est beaucoup. Recette mondiale, elle stagne déjà à 120 millions de dollars, c'est donc un énorme bid. Vaiana qui lui en production a bénéficié de 250 millions de dollars de budget et un marketing de 120 millions de dollars, ce qui est exactement le même budget que l'Odyssée. Le film devrait faire perdre à Disney plus de 100 millions de dollars lors de son exploitation en salle, c'est donc
un énorme bide. Avatar, la série Le Dernier Maître de l'Air, version Netflix, dont je vous recommande fortement ma vidéo, tellement que cette saison est pas bonne, je trouve, hein, et en décalage complet avec la série de base qui est un chef-d'œuvre. La saison 2 a perdu 59% de ses téléspectateurs. La saison 1 avait généré 21,2 millions de vues en ses 4 premiers jours. La saison 2 a généré 8,7 millions de vues en ses 4 premiers jours. C'est donc un énorme bide. Et c'est la raison pour laquelle ma vidéo a également bidé. Voilà, ma vidéo a bidé, et parce que généralement c'est comme ça que ça marche, hein. Ma vidéo sur The Mandalorian a sous-performé parce que le film en lui-même a sous-performé. Et généralement les sujets qui buzzent à fond la caisse sur des films qui bident, ce sont des films si mauvais que les gens se ruent sur les vidéos review pour rigoler. Mais nous avons également la lumière au bout du tunnel avec Obsession qui lui dépasse les 440 millions de dollars au box-office mondial avec un petit budget de 750 000. Backrooms qui lui dépasse les 370 millions de dollars au box-office mondial. Le premier film A24 a atteint ce seuil. Le budget de production, lui, n'était qu'à 10 millions. Toy Story 5 qui a ouvert à 312 millions de dollars au box-office mondial, le deuxième plus gros démarrage de tous les temps pour un film d'animation aux États-Unis. Le budget de production, lui, était de 250 millions de dollars, exactement comme l'Odyssée encore une fois, et les recettes mondiales sont en passe de dépasser le milliard. Michael, eh bien lui aussi a dépassé le milliard, c'est donc le premier film biopic de l'histoire du cinéma à dépasser ce seuil au box-office mondial. Et pour continuer de finir sur une note positive, Hollywood connaît sa meilleure année au box-office domestique aux États-Unis depuis avant la pandémie. On est passé donc de 0,91 milliards en 2021 à 4,46 milliards en 2026. Et une fois encore, hein, je le ressens dans mes vues, voilà. Un cinéma en bonne santé, même si le cinéma est mauvais, ce qui n'est pas le cas je trouve, mais si le cinéma est mauvais, s'il est en bonne santé financière, eh bien ça fait que ma chaîne survit, parce que la majorité des vues que je fais est basée sur le cinéma. Et oui, donc forcément, eh bien moi, je suis content. Bref, avant de passer au plus gros morceau de la vidéo, une petite section flash news, le tournage de Batman. The Batman 2 est officiellement lancé, le film est encore décalé cette fois-ci à février 2028, on ne s'en sortira jamais avec ce film. George Miller prépare un film final et une série dans l'univers de Mad Max. Franchement, j'ai hâte. J'imagine que Tom Hardy sera de la partie. UGC annonce un biopic sur Louis de Funès avec Pierre Lotin. Franchement, pourquoi pas? Je vois des gens dire ouais, Siante. Bah pourquoi pas? Pierre Lotin, je trouve que c'est un bon acteur. Donc on verra bien. C'est juste un biopic, hein, c'est pas un remplacement de quoi que ce soit. Hein. On a eu d'ailleurs de très bons biopics comme Clo-Clo, donc on verra bien. Sam Neill s'est malheureusement éteint à l'âge de 78 ans après avoir annoncé sa rémission de son cancer. Et voilà. À peine guéri, paf, on apprend sa mort, ça m'a énormément choqué. Il était pourtant motivé pour continuer de tourner des films. Et d'ailleurs, c'est ce qui va arriver, on va le voir apparaître dans d'autres films dans quelques années, mais à titre posthume. Fantomas est de retour au cinéma. Fantomas, le nouveau monde, réalisé par Frédéric Tellier, qui est apparemment expérimenté dans le style drame thriller. Et les vedettes seront Guillaume Canet ainsi que Romain Duris. Et franchement, pourquoi pas? La bande-annonce est assez envoûtante, il y a une ambiance dans la bande-annonce. Évidemment, il y a des gens qui vont dire ça a trahi l'esprit des films avec Louis de Funès. Oui, les films avec Louis de Funès qui eux aussi trahissaient l'esprit du livre, qui ont d'ailleurs beaucoup fait souffrir l'auteur d'origine. Donc bon, nous verrons bien cette version. Là pour le coup, je suis assez ouvert d'esprit. Et nous finissons sur une petite mention du premier teaser de la saison 3 de la série Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, qui débarquera normalement après la diffusion de ma propre vidéo. Donc je vais pas en parler. Alors je pense que, ah bah tiens, je vais faire ça dans ma vidéo bonus qui arrive fin juillet, début août. Je pense que je vais faire une grosse réaction trailer avant Judgment Day ainsi que les Anneaux de Pouvoir. On va bien se marrer. Donc voilà, abonnez-vous à mon Patreon pour ceux qui n'ont pas encore fait si vous souhaitez soutenir Plot Time. Mais quoi qu'il en soit, la série Les Anus du Pourboire, bah évidemment que je serai de retour. Comment passer à côté de tant de sel et d'absurdité d'écriture, mais vraiment, je vous pose la question. Sauf si vraiment vous n'êtes pas intéressé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous fasse des vidéos sur les anus du pourboire, évidemment. À présent, nous pouvons enfin passer au plat de résistance qui est le cas de l'Odyssée. Alors je vous rappelle, hein, l'Odyssée a démarré avec 264 millions de dollars au box-office mondial. C'est la plus grosse ouverture de tous les temps pour un film de Christopher Nolan. Le budget de production, lui, était situé à 250 millions de dollars. Et le budget marketing est d'environ 125 à 150 millions de dollars, ce qui signifie que son seuil de rentabilité est estimé entre 750 à 800 millions de dollars. Bon, écoutez les gens,
on va pas tergiverser, le film est un énorme succès, quoi qu'il arrive. Il y a très peu de scénarios où le film déciderait d'arrêter sa course, si ce n'est le Spider-Man qui arrive dans longtemps, enfin 2 semaines d'espace entre l'Odyssée et le prochain film Spider-Man, donc il n'y a pas de raison que le film n'atteigne pas son seuil de rentabilité. Donc là, ne tournons pas autour du pot, le film Odyssée est un énorme succès. Et si jamais je me trompe, parce que déjà, si je me trompe, ce serait historique, hein, voilà, gardez bien ça en tête, si le film finalement freine sa course d'une façon extrêmement brutale, c'est historique, hein. Donc j'en ferai une vidéo, pour l'instant c'est pas le cas. Et donc j'avais envie dans ces vidéos de vous expliquer les raisons du succès de ce film, parce que je vois beaucoup de gens, on va en parler après, mais le fameux go broke qui, ah bah tiens, ne s'applique pas ici, c'est bizarre ça, bref, on va en parler dans un instant. Les raisons du succès, alors déjà, on a le film qui propose des séances IMAX à des prix exorbitants. Si Oppenheimer a autant rapporté d'argent pour un biopic, c'est parce qu'il y avait des prix exorbitants pour l'IMAX. C'est un petit peu, en fait c'est la même chose avec Avatar. Si le film Avatar a autant cassé les records à l'époque, c'est parce qu'il y avait le supplément 3D qui était compris. Et oui, donc c'était un petit peu la triche en fait, hein. Bon, le film est un énorme succès, mais le succès appelle le succès, hein. C'est le succès qui alimente le bouche à oreille, plus les bonnes critiques. Donc c'est le même phénomène qu'avec Avatar, un phénomène qui se reproduit avec l'Odyssée, mais avec les prix IMAX, 4DX, tout ça, enfin, alors 4DX, je sais pas s'il y a la 3D, mais en tout cas, des prix exorbitants. Alors attendez, je me corrige sur une chose avant qu'on me reprenne dans les commentaires. IMAX, en France, il y a très peu de salles, je crois qu'il n'y a même qu'une seule salle. Je vous parle vraiment des séances premium qui coûtent 30 balles pour la plupart. Donc le film s'alimente vraiment via ces prix-là, et l'IMAX est beaucoup plus présente évidemment aux États-Unis. Donc c'est pour ça que Nolan met autant l'accent sur cette technologie dont tout le monde se fout. Enfin, l'IMAX, c'est vraiment, tu le vois sur un écran de cinéma normal, sur un écran gigantesque. Sur un écran gigantesque, tu vas juste moins apprécier, je pense, hein, parce que ce sera trop grand, tu pourras pas vraiment ça. Tu vas juste voir les visages déformés en mode Giga Chad, ça va être bizarre. Bref, deuxième raison du succès, donc là je vous l'expliquais brièvement tout à l'heure, c'est la date de sortie qui était posée l'été déjà, donc c'est là où il y a le plus de gens qui se déplacent pour aller au cinéma, avec 2 semaines d'oxygène complet pour laisser le film bien faire son succès avant la sortie de Spider-Man. Voilà. Ça c'est une chance que n'a pas eu par exemple Supergirl, une chance que n'a pas eu Vaiana, qui est sortie en même temps je crois que Supergirl il me semble, chance que n'a pas eu le Mission Impossible Dead Reckoning qui était sorti avant Barbie et Oppenheimer. Voilà. Là on lui a laissé sa chance, c'est comment dire, plus tu augmentes ton prix dans le marketing, plus tu as la chance d'avoir des sorties comme ça. Donc on te met en plein été, en plein juillet, donc c'est le moment où les gens se déplacent le plus au cinéma, avec 2 gros espaces, donc c'est vraiment, je vais pas dire que c'est artificiel, c'est juste le prix à payer quand tu fais du marketing. Voilà. Et c'est également le prix qu'a payé le prochain film Spider-Man, qui lui va bénéficier de tout le mois d'août pour faire son petit succès. Le mois d'août, les gens n'iront voir que 2 films, Spider-Man et l'Odyssée, voilà, entre 2 glaces. Voilà. Donc ça c'était la deuxième raison. Troisième raison du succès, le bouche à oreille, évidemment. Le bouche à oreille est le meilleur marketing, déployé également, moussé par les sites spécialisés, dont Allociné qui, alors n'a pas triché, mais l'expression que je vais beaucoup utiliser c'est Allociné a déplacé les buts. Alors je vous explique, et il n'y a pas qu'Allociné d'ailleurs, hein. Allociné a déplacé les buts, c'est-à-dire que le jour de la sortie du film L'Odyssée, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que pour mettre une note, il fallait mettre absolument un commentaire. Voilà, il fallait mettre une critique. Même une critique de 100 caractères. Généralement, sur Allociné, quand un film sort, Day One, on peut mettre une note, sans avoir forcément besoin de mettre un commentaire. Donc ce qui fait que les gens qui ont noté sont forcément des gens qui ont vu le film, ce qui a ouvert la porte à un surnotage, parce que c'est comme ça que ça passe, hein. Les gens qui n'aiment pas, ils mettent une très mauvaise note, et les gens qui aiment mettent une très très bonne note. Et vu que ce film, on va pas se mentir, ce film est plutôt bon, hein, j'en ai parlé dans la critique, j'ai aimé le film en lui-même, mais pas le péplum qu'il y a autour. Je trouve que c'est un très mauvais péplum, mais un bon film. Donc vu que le film est bon, eh bien ça a ouvert la porte à un surnotage sur Allociné, ce qui alimente évidemment un bouche à oreille, et ce qui fait que le film ne pourra pas freiner dans sa course. Puisque les gens se disent tous que c'est très bien, regardez ça, c'est incroyable. Dans les 2 semaines qui suivent le film, il n'y a que ça à regarder, entre gros guillemets, hein.
évidemment je caricature. Donc ça alimente le succès, plus les bonnes critiques, donc le bouche à oreille n'en est que meilleur. Donc voilà, Allociné n'a pas triché, hein, il a juste déplacé les buts. Après, je vais mettre un petit peu dans mon vin, c'est pas la première fois qu'Allociné fait ça, il a fait ça également pour Blanche-Neige il me semble. Blanche-Neige, je pense qu'il fallait obligatoirement mettre une critique pour noter, mais la différence c'est que Blanche-Neige est un mauvais film. Voilà. Donc en plus, parce que les deux ont eu des polémiques, hein. Blanche-Neige a eu des polémiques, l'Odyssée a eu les mêmes polémiques, mais Blanche-Neige, lui, alors déjà les polémiques étaient quand même beaucoup plus fortes, mais en plus de ça, c'est mauvais. Le film est très mauvais. Donc les notes qu'il a bénéficiées, malgré les critiques, n'en étaient que plus mauvaises. On est passé de 5 étoiles à 0 étoiles, et là ça a fait l'effet inverse. Ça a créé une réaction en chaîne inverse. Donc voilà, il faut garder ça en tête, ce n'est pas parce qu'on dépasse les buts qu'on ne peut pas marquer de points. Toujours sur les sites spécialisés, nous avons Rotten Tomatoes qui propose des notes complètement exorbitantes. Alors ça fait longtemps que je dis que ce site c'est n'importe quoi, hein. C'est soit c'est surnoté, soit c'est giga mal noté, enfin bon, c'est... Mais pareil, Rotten Tomatoes, il est bon de rappeler que les buts ont été déplacés parce que ce site appartient à qui ? Il appartient à qui ? Il appartient en majorité au groupe propriétaire d'Universal Pictures, société de production du film L'Odyssée. C'est donc Fandango Media qui détient directement Rotten Tomatoes. 75% de Fandango appartient à NBC Universal, la maison mère d'Universal Pictures, filiale de Comcast. Donc la société de production du film L'Odyssée. Et d'ailleurs 25% appartient à Warner Bros Discovery. Et Universal Pictures est donc l'actionnaire ultra majoritaire du site aux côtés de Warner Bros. Voilà. Je laisse ça ici, je pose ça là, faites-en ce que vous voulez. On en vient donc au terme go woke, go broke, parce que là je vois tous les progressistes qui se lèchent les babines en disant, j'ai même vu un post sur Instagram, je vais vous montrer à l'écran je pense, qui nous disent que ah bon bah je croyais que le wokisme ça marchait pas au cinéma, oh c'est bizarre ça. Combien d'années je vous cassais les oreilles avec l'absurdité de cette phrase. Cette phrase ne veut rien dire. Je l'ai dit plusieurs fois dans mes vidéos, ça ne veut rien dire. Go broke, ça veut tout et rien dire. Les gens qui utilisent ce terme sont des gens qui ne prennent que des exemples qui vont dans leur sens. Mais les productions woke qui ont cartonné, je vous en ai déjà cité plein sur ma chaîne. The Last of Us, la série The Witcher, la série Fallout. Mais on va nuancer un peu par rapport à ça parce que, en vérité, l'Odyssée, je trouve pas ça si woke que ça. Bon, voilà, on va développer évidemment, mais ce qui est rigolo à noter, c'est que Emily Wilson, ce n'est pas ce qu'elle pense, hein, c'est la fameuse autrice du livre, apparemment réécrit et traduit en version féministe, même elle trouve que la version Nolan est trop déconstruite. C'est énorme. Elle ne valide absolument pas cette version d'Ulysse. Hein. Pour elle, Ulysse, c'est un mec un petit peu sûr de lui, fougueux et extrêmement fier, et elle n'était pas du tout dans l'idée de déconstruire le personnage d'Ulysse. Donc même elle trouve que ça va trop loin. C'est assez rigolo. Alors que moi, en fait, c'est pas vraiment la vision que j'ai. Je dirais pas que le film L'Odyssée est woke, je dirais qu'il est inclusif. Mais c'est pareil Non, c'est pas pareil. Pour moi, le wokisme, c'est une accumulation de plusieurs facteurs, qui est l'absence de mise en avant de l'homme blanc, hétéro, cisgenre, au profit de la mise en avant de tout ce qui n'est pas ça. L'ethnicité de tout type non occidental, les LGBT, le féminisme et bien d'autres. Et là, vous allez me dire, mais ouais, mais il y a Elliot Page qui joue dedans, tu te rends compte, c'est du LGBT. Oui, alors bon, là, je vais devoir vous spoiler les 30 premières secondes du film, accrochez-vous. Donc c'est vraiment les 30 premières, allez j'exagère, les 120 premières secondes du film L'Odyssée, Elliot Page qui joue Sinon meurt. Voilà, clap de fin. On voit ce personnage 3 minutes à l'écran, pareil pour Hélène de Troyes, jouée par Lupita Nyong'o, on la voit 3 minutes à l'écran, elle a 3 phrases, enfin vraiment c'est... Donc oui, c'est inclusif, mais c'est pas... Moi ce que j'ai vu, malgré la volonté Nolan de vouloir faire de Ulysse un personnage sombre, beaucoup plus torturé on va dire, moi j'ai vu un film avec un groupe d'hommes mené par un autre homme, représenté par Matt Damon, qui se fait respecter par son équipage du début à la fin, qui souhaite faire les bons choix pour son équipage. J'ai vu un film qui promue les valeurs de la famille, les valeurs du père, la relation père-fils qui est mise dans sa plus belle forme dans un film, une relation hétérosexuelle amoureuse qui est également mise sous sa plus belle forme dans un film, et même si la volonté de Nolan était de déconstruire, si on veut, le personnage d'Ulysse en un personnage beaucoup plus torturé, bah ça c'est
C'est la vision de Nolan dans tous ses films, hein. Batman c'était pareil aussi, et c'est pas pour autant que le personnage était déconstruit. Et c'est aussi propre au cinéma. Le but du cinéma, c'est de faire ça. Ah, je suis désolé. Le cinéma, ça a pour but de réinterpréter de différentes versions des personnages, et là, la volonté de Nolan était de faire un truc beaucoup plus sombre, et oui, forcément, le côté torturé, ça collait. C'est pas parce que le personnage est torturé que directement, tout de suite, il a des constructions, c'est du wokisme, bon, voilà. Pareil aussi, on cite le personnage de Circé, qui est un personnage qui est en souffrance à cause des hommes. Voilà, ça dénonce les méchants hommes. Voilà, elle transforme les hommes en cochons. Scène qui va devenir culte aussi, hein. Il y a beaucoup de scènes dans le film qui vont devenir cultes. Mais voilà, ce personnage est apparemment illustré comme porte-étendard féministe. Sur le fond, les gens ont raison, hein. Mais sur la forme, quand tu regardes le film, qu'est-ce que tu vois ? Tu vois une folle. Tu vois une folle complètement névrosée. Je suis désolé, hein. Et vraiment, je vois vraiment en Nolan un troll. J'ai l'impression que Nolan troll un petit peu. Parce que dans le film, Circé, c'est une névrosée, hein, complètement tarée, starbée, qui lorsqu'elle voit un mec, elle se met à rouler par terre, enfin genre elle crie au viol presque. Et le mec, lui, essaie de réconforter la femme, donc c'est lui qui est dans la position du gentil, et lorsqu'il se fait transformer en cochon, c'est la victime. L'homme est la victime dans ce film. Durant tout le film, c'est l'homme qui se sacrifie, qui se fait mutiler. Donc même si dans le fond, effectivement, c'est Circé qui est la vraie victime, sur la forme, ça ne change pas qu'on voit une espèce de folle qui essaie de transformer des hommes qui eux n'ont rien demandé, qui voulaient juste se reposer. Bref, le cas dont je suis en train de vous parler est déjà arrivé pour, je sais pas, Starship Troopers. Si on va par là, eh bien, Starship Troopers, lui aussi, woke, voilà, parce que c'est un film qui est adulé par la gauche, puisque c'est un film ouvertement anti-militariste. Et c'est un fait, on peut pas aller à contresens de son propos de fond. Par contre, sur la forme, Starship Troopers, que tu le veuilles ou non, à la fin du film, t'as qu'une envie, c'est de prendre ta manette et déglinguer de l'alien dans Gears of War. Sur la forme, c'est presque un film qui te donne envie de faire la guerre. Et c'est exactement la même chose pour le film Predator. Predator, c'est un film anti-guerre qui dénonce le comportement toxique des hommes qui font la guerre, voilà, qui s'entretuent. Et pourtant, c'est pas pour autant que c'est un film woke. Et sur la forme, moi je vois juste des mecs avec de gros muscles qui se font exploser, qui se foutent sur la gueule. Et donc pour moi c'est un peu le sentiment que j'ai eu avec le film L'Odyssée. C'est oui sur le fond effectivement, il y a une volonté de déconstruire les personnages, tout ça. Mais sur la forme, j'ai vu une épopée très masculine, voilà, c'est très centré sur les hommes qui se sacrifient, qui vivent des aventures. Malheureusement, ça aurait été pour moi impeccable si Nolan avait voulu faire un vrai péplum avec des vrais décors, des vrais costumes respectés, évidemment sans inclusion, qui en fait des tonnes. On va en parler ça aussi dans un instant, il y a un truc qui me fait beaucoup rire. Mais voilà, regardez, par exemple, j'ai encore un autre exemple, c'est que l'Odyssée pour moi, c'est beaucoup moins woke que Supergirl. Supergirl qui est sorti il y a quelques semaines, qui était moche, tout ça, et qui avait aussi un propos sous-jacent sur les hommes qui capturent les femmes, machin chose, l'oppression patriarcale et tout ça, et j'en passe. Les hommes blancs sont complètement absents dans le film. Bon, voilà. L'Odyssée, c'est clairement pas ce niveau. Et Supergirl, ça a bidé. Supergirl a complètement bidé, mais le pire bide. Voilà. Donc là pour le coup le terme ghetto grobok s'applique beaucoup plus à ce genre d'exemple. Vaiana qui lui est un film qui représente la culture de Polynésie, regardez c'est tellement merveilleux, la culture des autres est tellement merveilleuse, on la respecte beaucoup plus. Il s'est planté au box-office mais comme c'est pas permis, tellement qu'il a coûté cher, c'est ça le vrai plaisir. L'Odyssée, c'est important de le préciser mais je suis parti avec un très mauvais a priori et en regardant le film, j'ai essayé de retirer ma mauvaise foi exactement comme pour Supergirl. Supergirl, je me suis dit, bon, je vais regarder un bon film, je vais faire un effort, et plus le film avance, plus je me dis, putain, c'est vraiment de la merde. C'est vraiment pas bien. L'Odyssée, j'ai vu le film, je me suis dit, bon, allez, je vais faire un effort, et il y a plein de moments, je me suis dit, oh la vache, c'est quand même vachement bien fait. Enfin, on peut dire ce qu'on veut, Nolan a du talent. Voilà, il y a des scènes, je me suis dit, non mais vraiment, il y a eu du talent. La scène, je reviens sur cette scène encore, la scène du sac de Troie. Nolan a dit que ça fait des années qu'il s'était imaginé comment mettre en scène ce passage-là. Ça se voit. Vraiment, tu vois cette scène, tu te dis waouh, ah ouais, pourtant c'est beaucoup plus petit, c'est beaucoup plus minimaliste, c'est beaucoup moins spectaculaire que le film 3 2004, mais en termes de mise en scène et de tension, t'as ton cœur qui palpite, la musique qui s'accélère, la porte qui s'ouvre. Vraiment, j'ai encore ce plan magnifique en tête de la porte qui s'ouvre et on voit l'armure extravagante d'Agamemnon dans le noir total avec l'armée derrière. C'est du théâtre. Voilà, le film est très théâtral,
Et c'est en ça que c'est beaucoup... Enfin, la pilule de l'inclusivité passe beaucoup mieux parce que le film en fait des tonnes. Voilà, il ne se veut pas réaliste, il en fait des tonnes, donc... Voilà, c'est juste que... Ce que je voulais vous dire pour conclure ça, c'est que j'ai l'impression que la volonté de Nolan de faire des costumes bizarres qui sont volontairement anachroniques, c'est un petit peu le prétexte qu'il a trouvé pour mettre de l'inclusivité. C'est un peu ça qui m'énerve, et surtout là je vais vous lire un article, pas un article mais un post de la page Twitter Culture Crave. Donc là je vous lis la traduction française, mais ça m'a fait beaucoup rire par rapport à Travis Scott qui apparaît dans le film. Travis Scott parle du casting de Christopher Nolan qu'il a choisi pour l'Odyssée. Donc là je cite ce que Travis Scott dit. Christopher Nolan m'a dit « Je bosse sur ce film, je veux que tu en fasses partie. » Et moi je me suis dit « Wow, attends mec, tu sais que moi je fais juste de la musique, hein, je suis pas acteur. Hein. » J'arrive sur le tournage et je pensais que ce serait juste moi et quelques figurants et je savais pas que je serais avec tous ces acteurs incroyables. Je sais pas ce que je fous là putain, avec l'emoji qui rigole. Eh bien nous non plus, on sait pas ce qu'il fout là. C'est bizarre, mais vous avez vu ça un peu? C'est dingue, ça veut dire que Nolan est arrivé directement vers Travis Scott, il a traîné par la peau des fesses pour le ramener dans son film. C'est bizarre ça. C'est tellement bizarre, mais pourquoi il a fait ça? C'est... Je sais pas. J'ai jamais vu autant de marketing et d'inclusion dans un film de Nolan qui pourtant se déroule dans une époque où il y en a le moins. Mais vous imaginez un peu la même chose pour, je sais pas, pour Oppenheimer, bref. Écoutez, c'était une très longue vidéo, presque podcast, hein, donc j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me donner votre avis sur le sujet. Bon, évidemment, ça va faire débat, ça va faire polémique, tout ce que j'ai dit. Il y a des gens qui veulent absolument défoncer le film L'Odyssée. La plupart des gens ne l'ont pas vu. Je suis d'accord avec les gens qui l'ont pas aimé. Moi, je suis le cul entre deux chaises. Hein. D'un côté, je trouve le film assez spectaculaire, et d'un autre, le respect de la culture européenne en prend pour un coup et ça me fait chier. Moi je me dis à quand un grand film péplum du calibre de Nolan mais qui respecte vraiment la culture de la Grèce antique. À quand un film comme ça? Je ne sais pas. Un jour peut-être, dans 100 ans, et est-ce qu'on sera encore en vie? C'est ça la vraie question. Bref. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, on se laisse ici, n'oublie pas le petit like, l'abonnement, n'oublie pas mon Patreon, là je vais vraiment me faire plaisir avec les anneaux de pouvoir, le Avenger, c'est également un petit bonus où je réagis à des critiques d'un certain film, d'un certain Citizen Vigilante, ça va être assez rigolo, donc abonnez-vous à mon Patreon, on va bien se marrer, je vous dis alors ciao et à la prochaine.